On n'entendait plus un bruit à présent, hormis le gémissement d'un avion qui se dirigeait vers le matin à travers la stratosphère. Mais le souffle du garçon était faible et régulier. Aucun nuage de lumière ne l'entourait. Tous les sens étaient à leur place. La vue, l'ouïe, le toucher, le toucher. Elle le toucha à présent, comme elle n'avait jamais osé le faire auparavant, le caressant des doigts, oh, si doucement, tout le long de son corps, faisant courir leur extrémité sur sa peau labourée comme une femme aveugle en train de lire une page de braille. Il y avait des mots minuscules sur chaque millimètre carré de son corps, rédigés par une multitude de mains. Même à travers le sang, elle discernait la méticulosité avec laquelle on avait tracé les mots dans sa chair. Mathias nous entretenait hier avec son acuité philosophique incomparable du cinéaste James Whale, un grand créateur des premiers classiques de la Universal. James Whale a un héritier autoproclamé en la personne de Clive Barker, qui a entre autres multiples créations, produit et participé à un film racontant les derniers jours de la vie de James Whale, réalisé par Bill Condon, et présentant sa condition d'homosexuel à Hollywood. Acceptation que Barker lui a fait très tôt. C'est un de ses créateurs homosexuels qui a, avec le moins de complexe, même pas revendiqué, mais simplement affirmé l'importance de son orientation sexuelle dans son art. Orientation qu'on retrouve vraiment dans toute son œuvre, extrêmement charnelle, où le sexe occupe une place centrale. Barker, c'est un de ces rares créateurs vraiment capables de s'exprimer dans différents arts, véritablement polymorphes, dont l'univers créatif ne dépend pas d'un médium. Son passage d'une forme d'art à l'autre est aussi tributaire de ses succès et de ses échecs. Comme tous les artistes qui ont ouvert la porte d'Hollywood un jour, il a connu des hauts et des bas, des désillusions là-bas. Barker, on le connaît surtout pour son œuvre de réalisateur de films et son œuvre de romancier et de nouvelliste. Toujours dans le domaine du fantastique, c'est vraiment un de ces artistes qui a voué sa vie à la sensibilité fantastique. Hollywood, il y connaîtra donc des bas quand il va y réaliser Cabal, Nightbreed, son deuxième film, qui a été pensé dans la foulée du succès critique et public de Hellraiser, son premier film. Le coup d'envoi d'un renouveau du cinéma fantastique britannique. Barker, c'est quelqu'un de la génération de Philip Ridley, par exemple, ou de Bill Condon, ou de Bernard Rose. Cabal, c'est ce grand film de monstre presque biblique, pour lequel Barker avait d'immenses ambitions. Ambitions taillées très vite, tout comme le budget et le montage par les producteurs du film, la Fox je crois à l'époque. Le film sort donc dans une version mutilée, difficile à accepter pour Barker, n'est pas un grand succès, n'est pas une grande réussite, et la carrière de cinéaste de Barker ne s'en remettra jamais vraiment. Ensuite, il va, au gré des opportunités, voguer de films où il est un simple prête-nom à des films où il s'investit plus. Il y aura un retour en grâce, en tout cas qualitatif, avec la réalisation du Maître des Illusions, son dernier film à ce jour. Également passé relativement inaperçu, sorti directement en vidéo en France. On peut dire que Barker est vraiment un cinéaste maudit. En tout cas, parce que son œuvre, même si elle se limite à 3 films, est extrêmement intéressant. Je trouve que son imaginaire n'a rien à envier à celui d'un Guillermo del Toro, par exemple, qui lui a su construire sa carrière d'une façon peut-être plus habile aussi. Là, forcément, la capacité à survivre dans le marigot hollywoodien entre en jeu. Suit après Le Maître des Illusions une période de désillusion quant au monde du cinéma et des graves problèmes de santé aussi qui diminuent les capacités créatives de Barker.
Et en 2009, il décide de reprendre un peu la main sur son univers cinématographique, de s'y réinvestir un peu plus, qui va mettre en chantier 3 longs métrages qui vont aboutir. Donc Le Train de l'abattoir, Midnight Meat Train, réalisé par le japonais Kitamura. Dread, Terreur, dont on avait parlé sur le train, film réalisé par Anthony Di Blasi, extrêmement intéressant, vraiment tout petit budget, réussi. Et ce Book of Blood, dont on va parler aujourd'hui. Book of Blood, Livre de sang, c'est le titre de la série anthologique qui a fait connaître Barker en 1984 dans le monde de la littérature fantastique. Sa percée fracassante. Ces 6 volumes sont bordés d'un prologue et d'un épilogue, qui ne sont pas un récit cadre, mais qui sont une forme de présentation en clin d'œil à l'homme illustré de Bradbury, des autres histoires qui sont racontées dans les différents volumes. Clin d'œil à l'homme illustré, puisque les histoires racontées dans les livres de sang sont en fait écrites à même la peau d'un jeune médium, ou qui essaie de se faire passer pour tel, puisque plus que médium, il est imposteur. Et ce garçon, en punition de son imposture, va se retrouver être le réceptacle des histoires que les morts ont à raconter et qu'ils vont graver à même sa chair. La nouvelle Livre de sang étant l'histoire inaugurale de toutes les anthologies que Barker va publier, il la conçoit en fait comme un manifeste en peu de pages de ce que va être son approche pour toutes les autres histoires, et donc une approche où le sexe tient une place centrale. Donc dans la nouvelle, Marie comprend que McNeil est un imposteur lorsqu'elle se met à avoir une vision, les murs s'effacent, deviennent transparents et elle le voit qui se masturbe dans la salle où il est censé recevoir les esprits des morts, tout à sa joie d'avoir trompé son monde. Ce qui n'enlève rien à l'attirance sincère qu'elle éprouve pour lui, puisque au cœur de la nouvelle il y a cette histoire de désir et d'amour d'une femme pour un jeune homme. Il a fait croire qu'il entendait leur voix, et eux, puisqu'ils ont ce pouvoir dans cette maison très particulière de Tollington Road, vont s'emparer de son corps et y écrire ces histoires qu'il a fait semblant d'entendre, et qu'il a lui-même écrit sur les murs de la pièce. La seconde histoire, On Jerusalem Street, ferme le dernier volume des Livres de sang. Toutes les histoires ont donc été racontées, et il vient le moment de conclure celle de McNeil. Il est la proie d'un collectionneur d'un genre très particulier qui va l'enlever et le dépecer de cette peau sur laquelle les histoires ont été racontées. C'est par cet enlèvement que John Harrison débute son adaptation. Le récit de la façon dont McNeil devient le Livre de sang, limité à une nuit dans la nouvelle initiale, va être développé et constituer le corps du film. Donc Harrison en fait procède de la pire manière qui soit, puisque pour générer la matière nécessaire à son long métrage, au lieu d'une scène très ramassée, très efficace chez Barker, qui très habilement arrive à y placer suffisamment d'indices sur ce qui s'est passé avant ce moment où Marie découvre l'imposture, Harrison va préférer étaler en fait. Voilà, c'est simplement un étirement. John Harrison, c'est quelqu'un de plutôt sympathique dans le milieu du cinéma fantastique. Il a fait des choses très différentes. Il a par exemple écrit la musique de Creepshow, réalisé par Romero. Par la suite, il a réalisé un film qui a eu une petite gloire, parce que je crois qu'il avait eu le grand prix du festival du film d'Avoriaz, il me semble, dans ces dernières années, pour Tales from the Dark Side, les contes de la nuit noire. Et puis, comme beaucoup de réalisateurs, il est parti à la télévision gagner sa vie. Et je crois que les habitudes contractées à la télévision en termes de mise en scène et de narration pèsent lourd sur la caméra de Harrison, puisque tout Book of Blood répond vraiment à une grammaire télévisuelle. Alors c'est une chose qu'on dit souvent sur le train, que c'est pas du cinéma, c'est de la télévision, que tel film répond vraiment à un vocabulaire de la télévision. On va essayer de voir un peu en quoi ça consiste exactement, plutôt que de faire de la formule. Dans le Book of Blood, à chaque fois qu'on est passé à un autre décor que celui de la maison et que Harrison s'apprête à refaire une scène dans la maison, il y a un plan qui nous montre la maison. Soit un panoramique qui monte, soit une ouverture
de l'image sur la maison et de nouveau un fondu avec une scène qui s'enchaîne à l'intérieur. Comme si, et ça dure pendant 1 heure, comme si au bout de 20 minutes on n'avait pas compris, on n'était pas capable de reconnaître les décors à l'intérieur de la maison. Par exemple, rien ne se passe jamais ni sur les bords de l'écran, ni à l'arrière-plan. Tout se passe toujours au milieu. Comme si il fallait être sûr de pouvoir capter des spectateurs qui viennent de zapper ou relativement inattentifs, ou regardant le film sur un support qui ne permet pas de bien percevoir ce qui se passe à l'arrière-plan. Et ce que fait Harrison est totalement contre-productif, puisque au lieu d'un crescendo et d'un suspense, c'est vraiment un long développement assez ennuyeux, de plus bâti sur des clichés qui sont maintenant extrêmement usés, celui de la maison hantée, où une équipe de chercheurs s'installe avec un équipement vidéo pour enregistrer les images, des manifestations paranormales qu'on ne sait pas comment interpréter. Sophie Ward a son grand moment dans le film. Elle va raconter un souvenir d'enfance, un grand cliché, le souvenir traumatique que l'acteur va raconter en plan séquence face caméra, les yeux éventuellement embués de larmes si elle l'a fait en y mettant tout son cœur, ce qui semble être le cas ici. Dans cette scène, la comédienne, qui a elle aussi bien roulé sa bosse à la télévision, alors a une technique imparable, fait des pauses dans son récit pour que l'émotion puisse gagner le spectateur. Alors comme le musicien et le réalisateur ont des habitudes à peu près aussi routinières que la comédienne et tous les autres, systématiquement, dans ces petits blancs du récit, où notre émotion est censée nous gagner, le compositeur va placer des petits accords de piano, comme ça, aigus, qui sont censés, bien sûr, pour les quelques-uns qui ne sont pas encore émus, faire monter l'émotion. I was too afraid. In the morning, the fountain was always completely dry, like it never happened. I was afraid they'd all think I was crazy. A few weeks later, the city came and tore out the fountain to make way for a parking lot. When they ripped up the ground, they found a 10-year-old girl buried underneath. She'd been... C'est tellement mécanique, tellement répétitif, tellement régulier, j'entends même plus ce que la comédienne dit. Ça devient vraiment une petite musique. Et c'est le contraire de ce que le réalisateur voudrait faire qui se passe, c'est-à-dire qu'on n'est absolument pas ému, on est détaché, on sort du film. Mais cet exemple vaut pour tout le reste. Voilà, tout le film est un petit peu à l'image de ça. Et c'est d'autant plus dommage qu'on sent qu'il y avait une certaine liberté. Il y a de la nudité dans le film, il y a de la nudité masculine, ce qui est assez rare. Le couple est mis sur un pied d'égalité de ce point de vue-là. Le livre de sang de Barker méritait mieux que cette adaptation où les réflexes très routiniers de ceux qui s'y sont investis pèsent sur la qualité du film. Barker, c'est quand même cet auteur et ce cinéaste qui a filmé des personnages pour qui la damnation est aussi une extase. Et surtout de faire de tous ces thèmes des réussites grand public, c'est ça qui est le plus étonnant avec Barker. Il survit tout de même quelque chose de cette qualité transgressive du récit de Barker et de son univers dans la relation et la manière que Harrison a de filmer certaines scènes de fantasmes de Marie sur le corps de McNeil d'une façon très simple, assez belle. Malgré tout, le cinéma entre là-dedans par le corps des acteurs qui parfois perce un petit peu les habitudes, la chape qui couvre le film et ses clichés. Voilà bien un film qui nous montre en creux, en réserve, quelle importance a un metteur en scène. Les comédiens sont là, Sophie Ward est très investie dans son rôle, le scénario lui ménage des grands moments, et les habitudes totalement routinières de Harrison anéantissent quasiment à tous les coups ce qui pourrait fonctionner.